Donc, alors, pour reprendre ce que vous disiez, c'est que c'est vrai que culture et tourisme, tourisme, on invite l'autre dans cette attractivité. C'est-à-dire que les actions qui vont être produites, conçues, sont non pas faites par les touristes, bien sûr, mais leur sont quelque part destinées. Ça, c'est un des grands, si vous voulez, des grandes tendances, on va dire, du tourisme international. C'est que quand on crée quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas forcément, ça doit être aussi valable, bien sûr, pour les touristes, mais aussi pour les habitants. Il faut une acceptabilité, si vous voulez, des habitants. Autrement, le tourisme se casse un peu la figure quand il est imposé. On le voit à Barcelone par les populations. Donc, on invite le tourisme, c'est quand même 10% du PIB, et pour le tourisme, l'attractivité est évidemment l'un des critères majeurs qui va faire venir ou non, s'ils trouvent mieux ailleurs, ces touristes. D'accord ? Et moi, je rajouterai un troisième domaine quand même, dans lequel on est obligé d'être expert quand on parle de créativité aujourd'hui, et c'est pas n'importe quoi, c'est le numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, je fais avancer ensemble la culture, le tourisme et le numérique. Dans les petits moments où ils vont se croiser ou s'enchevêtrer, mais je n'ai jamais l'un sans l'autre. Hein, c'est quelquefois un couple, ils sont deux, tourisme, numérique, quelquefois culture. Mais en fait, tout cela avance ensemble. Donc, vraiment, c'est culture, tourisme et numérique. Donc moi, en gros, je travaille avec la ville de Bilbao depuis une dizaine d'années parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. J'ai travaillé à Nantes, je vais vous montrer le projet de Nantes aussi. Je travaille actuellement pour les Suisses, je travaille aussi à l'Université de Barcelone. Bref, j'ai énormément de commandes sur ce concept de nouveau tourisme culturel qui est vraiment tout simple, qui était de dire au fond, le nouveau tourisme culturel, c'est, si vous voulez, on part d'aujourd'hui, on voit que le tourisme a peu évolué, il y a eu quand même des grandes disruptions, ça c'est mon petit plan, je vous présenterai donc, j'ai déjà commencé le nouveau tourisme culturel en 30 secondes, ne vous inquiétez pas, et après on partira sur des exemples. Et on essaiera de conclure, ou plutôt de poser des questions qui vous intéresseraient. Donc ce nouveau tourisme culturel, il est né non pas du numérique, de l'arrivée du numérique, c'est quand même 1984, mais en France, mais plutôt, si vous voulez, de la disruption que ce numérique produit, c'est-à-dire des usages qui en sont faits et qui ont évidemment bouleversé, vous le savez tous, nos habitudes, nos comportements. Ensuite, on peut dire que ce qui s'est passé aussi à partir de 2005, surtout avec l'arrivée des pays émergents et les économies émergentes, la Chine, le Brésil, l'Inde, la Russie, c'est aussi que la vieille Europe, qui a ses habitudes, qui avait ça, nous sommes les meilleurs, etc., a vu ce qu'on appelle un concurrent tout simplement, mais pas des concurrents comme on avait l'habitude d'en avoir. Cuba pouvait être un concurrent à un moment donné, mais là, la Chine, 1,4 milliard, c'est quand même beaucoup pour un pays. Et on peut imaginer que quand ils vont faire de la créativité, ce sont quand même des ensembles assez extraordinaires. Donc bouleversement, disruption du numérique, arrivée de ces concurrents qui étaient des concurrents un peu inattendus. La Chine, ça fait pas si longtemps que, comme on dit, elle s'est réveillée, les pauvres. Et en fait, toutes ces choses, mises non pas bout à bout, mais ensemble, ont induit des nouveaux comportements, à la fois des professionnels, très très bouleversés, et une nécessité, une réelle nécessité, parce que la créativité, c'est je vais devenir créatif, mais c'est aussi, ça peut être un impératif. Donc on va dire pour la culture, c'est pas un impératif. On a le patrimoine, nos lois, nos institutions. Pour innover, c'est assez compliqué. Pour le tourisme, c'est complètement un impératif, puisque leur travail, c'est justement de produire de la valeur pour être un peu concurrentiel par rapport aux voisins. Et pour le numérique, je dirais, il a chamboulé, mais de plein front, si vous voulez, les anciennes habitudes, ne serait-ce que l'habitude de penser de façon cartésienne, de décrire et de mapping, penser beaucoup plus horizontalement. Moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est qu'on pouvait penser horizontalement, si vous voulez, un peu ces évolutions. Alors, ce qui se passe aussi, c'est une rupture, bon, ça c'est un petit gag, si vous voulez, mais d'autres clientèles, d'autres nouvelles offres. Donc là commencent tous les problèmes dont vous parliez, c'est-à-dire comment faire jaillir, qui va faire jaillir
à qui s'adresser, parce que tout ça s'est passé quand même en 10 ans, pas plus, hein, jusqu'en, on va dire, 1990-2000, et que cette disruption, en fait, elle a aussi une autre conséquence, je vous le dis rapidement, hein, c'est simplement un préalable, c'est qu'avant, on attend par exemple, les lieux de la culture attendaient le client, le visiteur, parce que le tourisme l'appelle client, eux, ils l'appellent visiteur, au bas du château. Bonjour, comment allez-vous? Mon château vous a plu? Ah, ben, je suis bien content, etc. Aujourd'hui, et ça c'est très très difficile, et la culture est très très en retard par rapport aux Anglais, par rapport aux Belges avec qui je travaille, par rapport aux Italiens avec qui j'ai travaillé cette année, le ministre de la Culture italien, par rapport aux Espagnols, c'est que nous, si vous voulez, on s'est arrêté à nos lauriers. Et dans ce grand cycle du visiteur, ces petits ronds, c'est, si vous voulez, le moment où on décide, le moment où on va choisir quelque chose. Le numérique est toujours présent. Vous allez choisir avec des conseils de TripAdvisor, vous allez choisir sur des sites, vous allez choisir dans l'entourage, bien entendu. Mais il y a un faisceau, si vous voulez, qui fait que de plus en plus, et vous allez regarder aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas mieux? Chose qui était un peu difficile avant. On vous disait, allez, moi je te conseille la Bretagne. En sortant de chez votre meilleur ami, etc., vous ne disiez pas, tiens, si j'allais voir la Lorraine. Aujourd'hui, on est plus libre dans ses choix. Et donc, on va arriver à notre créativité. Elle est dans de sale drap, si j'ose dire, parce que ce contexte est quand même un petit peu compliqué au niveau de la décision, de la prise de décision. Voilà, pour vous dire aussi par parenthèse, pour en terminer avec le tourisme, lui, qui est très très expert, hein, c'est vraiment des gros, bon, sur les gens qui font décoller les avions, c'est le transport, c'est tout l'hébergement, les hôtels, etc. Donc ils ont une démarche marketing 100%, mais une démarche marketing qui aujourd'hui tient compte de la moindre personnalisation. C'est-à-dire vous, que je vais tracer un petit peu sur Internet, je connaîtrai vos goûts, si vous êtes du matin, du soir, qu'est-ce que vous préférez, et puis vos petites failles, quand est-ce qu'elle a envie de s'amuser, je ne sais pas, et puis qu'est-ce qu'elle aimerait. Donc c'est hallucinant, on est complètement observé, disséqué, c'est le fameux Critéo, qui est d'ailleurs français, si vous avez aimé ce truc, vous aimeriez peut-être ça, etc. Donc vous voyez aussi cette influence forte où on peut peut-être moins raisonner en territorial. Nous pourrions choisir de façon rationnelle, vivre des cartes. Là, ça devient un peu plus compliqué. Alors, pourquoi tout va bien pour cette culture et l'attractivité de la France? C'est qu'on est le pays le plus attractif du monde pour l'accueil des touristes français d'abord et étrangers. On a 84 millions, c'est un petit peu moins, mais c'est pas grave, on triche toujours, vous connaissez les Français, de touristes. On a une offre absolument magnifique. On a quand même plus de 15 000 monuments, musées en ordre de marche ouverts au public, où on accompagne les publics, ils ont de la médiation, où on va, si vous voulez, leur présenter, aujourd'hui même avec des outils numériques pour les plus jeunes, parce qu'ils n'aiment pas trop les conférenciers, etc. On a une offre extraordinaire, d'accord ? On a aussi, si vous voulez, un corpus de compétences. Moi, je travaille en ce moment avec le Maroc et la Tunisie. La grosse difficulté, c'est de trouver des compétences. Voilà. Moi, j'appelle même pas ça équipe, diplôme et tout, on s'en fiche. Compétences locales. Des gens partants, mais on a des formations, bref. Ensuite, pour la promotion de cette offre, et tout ça constitue l'attractivité, hein, elle ne peut pas être possible sans ces trois éléments. On a évidemment toute la promotion des offices de tourisme, un hyper marketing de Amadeus à la SNCF qui, je vous dis, vous repère maintenant et vous offre ce que vous voulez presque à l'heure où vous le voulez. Donc on a un appareil, si vous voulez, très très au point. Par contre, on a aussi en ce moment une petite baisse de régime. Alors là, vraiment, les universités sont à 15 000 lieues de ce dont je vous parle aujourd'hui. Moi, je ne travaille qu'avec les universités suisses. Et c'est pour ça, avec les universités anglaises, parce que c'est ce que je dis. Je le disais dans les universités traditionnelles, dont, à mon avis, vous ne faites pas partie, parce que vous m'avez invité. Ça ne passe pas du tout. On répète les mêmes trucs qu'en 1992. Alors que pour moi, la chose à répéter, c'est dernière date possible, c'est 2004. Mais j'ai aucune bibliographie, aucun document avant 2004. Tout est faux, entre guillemets, pour être opérationnel. Petite parenthèse.
notre baisse de régime, c'est-à-dire nos faiblesses, ce qui est difficile dans cette attractivité qui est restée depuis des décennies la meilleure, un public qui vieillit, une concurrence dont je vous ai parlé, surtout les pays émergents, l'effet que j'appelle mon église romane est plus belle que la vôtre, c'est-à-dire qu'il y en a juste presque 15 000, et tout le monde dit mais la mienne est la plus belle. C'est pas vrai, il y a une banalisation de l'offre, surtout vue de l'extérieur, et ce décalage est précieux. C'est vrai, comme nous, si on va en Amérique latine, on trouve que toutes les églises se ressemblent, même s'il y en a une un peu mieux, un peu bon. Ensuite, la question de la reproduction des modèles, c'est qu'on est les meilleurs. Vous savez bien que les Français sont très contents quand même de leur peuple et de leur création et de leur créativité. Donc, ce qu'on sait faire, on va continuer à le reproduire. Je fais de la médiation culturelle, j'enseigne aux petits-enfants, c'est moi qui ai raison. Je vous donne un discours, vous vous embêtez, je m'en fiche, je ne le vois même pas. On continue la médiation du haut vers le bas, même si tous les petits rêvent en douce de regarder et de pipoter sur ce qui est normal aussi, c'est leur usage, de regarder sur leur petit portable. Ensuite, la restriction, bon ça c'est classique aussi, le patrimoine, quand on dit culture, pour la plupart des gens, et notamment les téléramas, qui sont mes pires ennemis, c'est cette vision, c'est le très traditionnel. La culture, c'est le patrimoine, les musées, et très peu la créativité. C'est pour ça que j'étais contente de venir chez vous aujourd'hui, parce que vous parlez de tout le reste. C'est-à-dire que la culture, c'est bien sûr la langue, bien sûr l'écriture, bien sûr savoir penser, critiquer, etc. Mais la limiter, si vous voulez, à l'offre du 19e siècle, il ne faut pas exagérer, que sont les musées et le patrimoine, alors qu'avec l'attractivité, on arrive sur d'autres pratiques, avec d'autres aussi compétences, et qui rejoignent peut-être là où on rejoint cette forte concurrence économique et artistique aussi du monde. Alors j'ai pris le parti de vous donner 3 territoires vraiment désespérés. Seine-Saint-Denis, pas de monument, vous allez me dire tout de suite la cathédrale, je suis d'accord avec vous. Enfin, pour un département entier, c'est quand même pas un énorme patrimoine. Regardez Aix-en-Provence à côté. De grosses difficultés, une jeunesse très forte, une ethnologie aussi des communautés qu'on refuse en France. Tout le monde est la même chose pour tout le monde ou presque, donc très difficile de vivre avec 680 communautés. Donc ce territoire, un peu désespéré quand même si on parle d'attractivité. Des équipes très jeunes, se sont penchées sur le problème de l'attractivité il y a une dizaine d'années, et ils ont complètement fait décoller, si vous voulez, c'est le tourisme. Voilà, la culture, elle disait la cathédrale, et puis on veut bien les murs à pêche, parce que l'inventaire faisait l'inventaire des murs à pêche de Seine-Saint-Denis. Moi, à l'époque, j'étais à Paris, je travaillais sur les murs à pêche aussi, bon, pas une folie rigolote, hein, les murs à pêche, vous connaissez, on met la pêche contre le mur, et il y a des... Enfin bref, j'arrête, pur ethno, quoi. Mais ils ont dit, finalement, on va essayer de voir, de profiter de toutes les compétences. On a de l'eau, on a un canal, on a l'Ourcq, on a Paris pas loin, et alors une énergie de créativité et de création, d'artistes, de graphes, mais pas seulement, de designers, d'artisans du cuir, de marchands de pinards, parce que ça a été longtemps, grâce à l'eau, une arrivée des barriques venant de Bourgogne, etc. Donc ils ont complètement développé le territoire, mais vraiment en 10 ans. En faisant appel aux compétences locales, alors tous les bistrotiers étaient entre eux, bon moi je peux faire ci, moi je peux faire ça, etc. Ce qui fait qu'au début ça fait entre eux une énorme émulation parce que les gens ont arrivé à se connaître. Le rôle étant non pas de faire des réunions formelles avec la région, le département, la ville, la commune, l'intercommunalité. Là on en prend pour 20 ans dans la vue et encore, vous êtes bien placé pour le savoir, ça n'arrive pas toujours à des résultats plausible, la grande métropole, la super métropole, la bégarée métropole, la petite métropole. Donc, ils n'ont pas du tout fait comme ça. Ils ont pris une méthode qu'on dirait aujourd'hui hackathon. Hackathon, c'est on a 48 heures pour résoudre un problème, pas plus. Tous les petits post-it autour. Moi, je travaille beaucoup comme ça maintenant, justement, mais je ne peux pas en France. Hein. Les gens seraient choqués, ils s'évanouiraient et tout. Moi, quand je suis en Tunisie, je le fais. Évidemment, avec mes Anglais, c'est avec Boris Johnson, on le fait aussi. C'est-à-dire d'essayer d'aller vite, si vous voulez, plutôt que de décrire d'aller vite,
par rapport aux idées des gens. Moi, c'est ce que j'appelle un petit peu des ateliers de créativité, on dirait, comme on faisait avec les petits. Sauf que là, c'est des adultes. Il n'y a plus non plus de hiérarchie entre nous. Donc, je vous passe simplement des petites slides. Donc, on a aussi le canal, mais le canal qui peut servir, donc soit exposition d'œuvres d'art ou plutôt des exercices sur l'art public en devenir. Donc là, c'était un artiste qui avait ses yeux un peu rigolos, mais aussi, vous voyez, la convivialité de ces bords de mer où on peut effectivement se baigner quand tu fais un petit peu bon en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire quand même au moins 2 mois de l'année, et aussi organiser là tout ce qui est théâtre vivant, spectacle, et aussi de l'économie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir il peut y avoir un speaker qui est un peu nuit debout là, qui va venir parler de l'histoire de la ville de Saint-Denis, et pourquoi pas. Donc c'est un quartier beaucoup plus libre. Et puis, alors beaucoup plus intéressant, la 3e, 4e année, il y a eu repérage, parce que si vous voulez, cette façon de travailler, qu'elle soit hackathon ou je repère les compétences, très vite, elle fait un peu tache d'huile. C'est là où on me dit il y a une porosité qui s'est passée c'est un département, hein, c'est pas une ville, c'est énorme Seine-Saint-Denis, et puis très coupé, je ne sais pas si vous connaissez bien. C'est-à-dire que à la demande, les artisans, les marchands de vin, un artisan de bijoux, ont commencé à proposer leur intervention. Et là, toute l'équipe, qui pouvait être l'équipe officielle de Seine-Saint-Denis Tourisme, mais aussi le voisin qui, lui, était déjà dans la grande bande joyeuse de ceux qui proposaient quelque chose, on dit, mais moi, je suis le meilleur ouvreur d'huîtres de France. J'ai eu mon label l'an dernier. Qu'est-ce que je peux faire? Ah ben, ça ne se pose pas comme ça. Qu'est-ce que vous avez envie de faire par rapport à ce qui se passe? Donc oui, pardon, parce que c'est très, très résumé, mais ce que je vous dis, c'est pas enjolivé, hein, c'est vraiment vrai. Moi, je l'ai vécu pendant 10 ans. Et j'étais vraiment très, très étonnée. Et alors maintenant, ils prennent Paris. C'est-à-dire que Paris, qui est évidemment un peu lourdingue, comme toutes les grosses capitales, n'avait pas pensé à ça, mobiliser d'abord sa jeunesse. C'est vrai qu'il y a un choix prioritaire, mais pourquoi pas en ce moment, hein, pour place quand même aux jeunes. Là, les vieux, on prend tout tranquille. Là. Donc, d'abord place aux jeunes, un peu moins de vieux, s'il vous plaît. Bon, moi, je suis quand même... je suis la marraine. Mais en fait, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est... si vous voulez, c'est un projet permanent. C'est-à-dire, une fois les choses sont en place, en plus, là, donc, ils s'attaquent à Paris. C'est-à-dire, on va vous faire les quais de la Seine, on va faire les graffitis de Paris. Nous, on a des graffeurs qui sont bien plus connaisseurs et ils vont repérer, ils vont connaître, et c'est vrai, mieux les graffeurs de Belleville du 19e ou du 20e que vous, Parisiens, vous ne les connaissez. Parce que souvent, c'est des petits gars de chez nous. Voilà. Donc tout ça, évidemment, éblouit les touristes. Enfin, on va rencontrer l'habitant. Airbnb, le covoiturage, Blablacar et tout. On n'a plus envie trop, bien sûr, il y a toujours des visites de groupe, mais y compris des Chinois qui maintenant visitent en individuel, ils veulent rencontrer un mode de vie. Ils veulent savoir, comme vous aussi, quand on va quelque part, bon, on ne regarde pas que la baie de New York, on a bien envie de savoir comment ils vivent, comment ils mangent, qui ils sont, etc. Donc ce schéma que moi je travaille sur la créativité pour le Grand Paris avec l'IAURF, Institut d'aménagement et d'urbanisme de Paris, région Île-de-France. Donc ce petit schéma, il vient de là, c'est-à-dire cet ensemble de choses qu'il ne faut pas non plus juger insondables, mais que je vous assure, et ça c'est le privilège de l'âge, on n'interrogeait jamais. On disait, quand on interrogeait ça, on vous disait, oh, bon, je sais, c'est de l'art contemporain, mais pas du tout, c'est des usages. Ce sont des gens, ce sont des producteurs, ce sont des commerçants. Deuxième exemple, c'est le voyage à Nantes, qui fait beaucoup... Oui, je vais avancer. Le voyage à Nantes, ça ira plus vite parce que c'est beaucoup plus connu et à la limite moins ingrat, pareil, pas de monument, pas de vraiment très peu, le château, mais qui était pareil. Et puis l'idée donc d'inviter des équipes, donc encore une fois quelque chose qui s'est construit, alors beaucoup plus lentement. À partir des années 85, c'est le modèle de construction de Bilbao. Et puis, chaque année, quelque chose de nouveau.
des itinéraires, le maire tout à fait d'accord pour laisser la liberté aux plus jeunes, une nouvelle génération avec Jean Blaise, ça c'est beaucoup plus connu, et puis finalement un bilan très positif. Donc plusieurs choses très très différentes. Donc Estuaire qui est un long parcours de 50 km sur la Loire en milieu rural, mais aussi les éléphants de Courcou, de sa petite bande très active dans la création de machines. Donc ça, c'est Estuaire. Donc moi, j'ai participé avant l'ouverture, donc au montage de l'opération. 3 ans d'enquête auprès des habitants quand même. Toujours pour les mêmes raisons, de bien inscrire le projet avant dans sa faisabilité, demander l'avis aux gens, non pas qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mais si je fais ça, est-ce que vous voyez un inconvénient? Pas des projets par en haut. Une cantine dans la ville, une convivialité aussi, avec ce que je vous ai dit, qui rejaillit très vite, et aussi une porosité, enfin une déclinaison possible, c'est-à-dire que le petit poussin que vous voyez dans son jardin du muséum, en fait, c'est le directeur du jardin qui a dit, moi, j'ai plus besoin de la bande de Jean Blaise, là, tout ça, c'est toujours eux les chefs. C'est pas vrai. Ben, il a dit, moi, je vais faire des propositions d'artistes. Il a fait les propositions et ça a marché. 350 000 personnes dans ce jardin. Bon, bilan de la fréquentation, plus 44% à Nantes, Jardin des Plantes, Claude Ponty, 465 000, Machine de Lille, ça c'est le bilan, mais je vous laisserai, donc ça c'est pas la peine. Quoi. Troisième opération que je trouve synthétique et très intéressante, et aujourd'hui très nouvelle, qui n'est plus territoriale, puisqu'on a la chance d'avoir Internet, on va faire une inscription, un développement, une créativité à partir d'eux, et en sollicitant toutes les possibilités d'usage d'Internet. Donc l'idée, c'était de repérer, ça a commencé en 2001, un truc qui s'appelle la BNSA, Banque numérique des savoirs en Aquitaine. Peu à peu est arrivé alors à l'époque, c'était vraiment des grosses banques de données, une pièce de 100 mètres carrés. À peu, alors toute l'Aquitaine était obligée de donner ses données. Donner du patrimoine, donner de l'inventaire, donner du tourisme, etc. Un peu les big data avant l'heure. Ça s'est transformé avec quelque chose qui est éblouissant, qui est à la fois exploration, action et producteur de projets en ligne. Aucun autre support que l'Internet, ça c'est très très important. Donc ça s'adresse à une certaine génération plus active. Mais vous avez de la musique, vous avez du patrimoine, vous avez du théâtre, vous avez des arts plastiques, vous avez tout. Sauf que le repère, donc là j'avais demandé patrimoine immatériel, paf, tout de suite une carte, voilà où tu vas trouver les compétences et ce qui se passe. Un clic. Pour PACA, je pense que même en 4 jours, on n'a pas ça. C'était ma petite tirade anti-PACA. Oui, PACA se dort vraiment dessus, c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, tout ce qui est comportement, tout ce qui est aussi budget participatif, moi j'ai bien aimé les 500 millions de la maire de Paris. Écoutez, nos élus ont la légitimité, c'est eux qui décident, mais pour le coup, si vous les Parisiens, on risque d'oublier quelque chose, après tout on n'est que élus, hein, vous avez 500 millions de côté, encore une fois 100% sur Internet, proposez votre projet. Après, ça j'y ai participé aussi, c'est pas pipoté, hein. Je vous parle que le truc auquel j'ai participé, c'est qu'ils sont pas biaisés. Donc vous proposez un projet, il est évalué, non pas par une commission de le cousin du maire, la copine de Hollande et tout, mais par un vrai jury, très rare, je plaisante, de petites start-up qui ne se connaissent même pas très, bref, donc utilité, puis des gens forts en marketing. Et puis c'est Sharingville, Sharing-Lille, c'est-à-dire on inscrit le projet culturel ou l'attractivité dans un projet plus vaste. En général, une rénovation d'urbanisme, ça c'est les Creative City, elles se sont montées comme ça. Et on essaye si vous voulez, de partager au sens où c'est plus les programmes de l'Europe. Si vous avez 5 villes, vous pouvez envoyer votre projet. Voilà. Moi, je passe mon temps et mes nuits à trouver des villes au bout du monde pour des pauvres petits qui font faire un projet, quoi. Bon, c'est pour ça que le Brexit, ça m'a pas rendu triste. C'est hallucinant ce qu'on demande, ça correspond à rien. Donc voilà, en mode Creative Cities, moi, mes derniers mots, repérer les compétences, travailler avec confiance,
Et alors c'est vrai, travailler avec des artistes, c'est quand même un gros bonheur, hein, parce que on va dire l'innovation, c'est quand même peut-être les mieux placés pour avoir des idées. Voilà, merci.